Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du Monde en face en partenariat avec le journal Libération. Rares sont les Français qui n'ont pas eu le cœur étreint de tristesse en janvier 2015 à l'annonce de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo qui a entraîné la mort de dessinateurs qui nous avaient accompagnés depuis tant d'années. Honoré, Cabu, Wolinski, Tinius, Charb, sauvagement assassinés aux côtés de 7 autres collaborateurs du journal. Le 16 décembre dernier, après 3 mois et demi d'audience, s'est achevé le premier grand procès de la vague d'attentats qui a ensanglanté la France et qui regroupait l'attaque de Charlie Hebdo avec les jours suivants, l'assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe à Montrouge et la prise d'otage de l'hypercachère. Des peines de 4 ans à la perpétuité ont été prononcées contre ceux qui ont été complices du massacre perpétré par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. À partir du déroulement de ce procès, nous allons revenir ce soir sur le traumatisme qu'a vécu le pays en janvier 2015 et au-delà, l'incroyable aventure éditoriale et humaine d'une rédaction qui va connaître le pire, mais qui ne va jamais cesser de se relever pour porter haut le flambeau de la caricature politique et de la satire. Un combat mené aujourd'hui par des hommes et des femmes réfugiés dans un local protégé à une adresse tenue secrète qui veulent plus que jamais montrer que Charlie est toujours vivant et affirmer que préserver encore et toujours la liberté d'expression en France est définitivement un combat fondamental. Voici tout de suite Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir. C'est un documentaire exceptionnel réalisé par Hugues Nancy. On a mangé le prophète Mohammed. On a mangé le prophète Mohammed. On a mangé le prophète Mohammed. Le 7 janvier 2015, la France est saisie d'effroi après l'attaque meurtrière de la rédaction de Charlie Hebdo. 2 islamistes ont voulu assassiner un journal en exécutant froidement ses principaux dessinateurs, comme ceux qui se trouvaient sur leur passage. La terreur va se poursuivre dans Paris lorsqu'un 3e terroriste exécute le lendemain une policière municipale à Montrouge. Puis le 9 janvier, plusieurs clients et employés du magasin Hypercachère tués parce qu'ils étaient de confession juive. Cinq ans plus tard, à l'automne 2020, s'ouvre au tribunal de Paris le procès des complices présumés de ces attentats. Un procès exceptionnel, qui est le premier procès pour terrorisme à être enregistré pour l'histoire. Pendant plusieurs semaines, les victimes de janvier 2015 vont devoir faire face à ces journées tragiques qui ont traumatisé le pays tout entier et dont on voudrait tourner la page. Témoigner dans un procès d'assises, c'est pas évident, mais témoigner dans un procès d'assises où vous-même vous êtes victime et où les victimes ont été des amis à vous, c'est extrêmement éprouvant, quoi. Quand je suis allée à la barre, je me suis dit, ça va être dur, il faut que tu te tiennes droite. Parce que si tu te tiens droite, t'arriveras, même si tu pleures, même si tu te débats, t'arriveras à dire ce que t'as à dire. Mon témoignage, en fait, il avait un objectif, peut-être plusieurs, mais un quand même, qui était de témoigner des ravages que fait une arme de guerre quand elle ne tue pas. Un procès pour tenter de comprendre aussi comment un journal satirique presque marginal va se retrouver au cœur d'un chaos international qui va bousculer la société française tout entière, en raison de caricatures publiées presque 10 ans avant les attentats. C'était pas une provoque, hein, vraiment. Alors là, on était loin de vouloir provoquer ce qu'on a provoqué. On a fait ça en toute innocence. On venait d'avoir 20 procès avec les cathos d'extrême droite. Des électrons libres, les plus incapables de s'organiser que je connaisse, les moins consensuels que je connaisse, qui se retrouvent à faire l'histoire de ce pays, une part de l'histoire de ce pays, voire du monde. Et alors qu'en 2015, une immense mobilisation citoyenne avait scandé « Je suis Charlie », l'émotion et la colère vont à nouveau retentir dans le pays, quand ce procès historique va brutalement être percuté par l'actualité et que plusieurs attentats islamistes vont à nouveau ensanglanter la France. Une actualité dramatique au moment où la rédaction de Charlie Hebdo, réfugiée dans un local protégé à une adresse tenue secrète, devait fêter ses 50 ans. Ces nouveaux dessinateurs veulent montrer que Charlie est toujours vivant
et que défendre la liberté d'expression est désormais un véritable sport de combat. C'est ça aussi la réponse de Charlie par rapport aux attentats. C'est que Charlie n'est pas mort, le journal n'est pas terminé. Il y a une nouvelle génération. Quand on est à Charlie, en fait, on croit pas au miracle, mais on sait que le fait que Charlie sorte tous les mercredis, c'en est un petit quand même. Ils l'attendent autant qu'ils le redoutent, les familles des victimes et les rescapés des carnages de janvier 2015, attendus pour l'ouverture du grand procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Ce matin, Charlie Hebdo republie les caricatures de Mahomet avec ce titre « Tout ça pour ça ». L'hebdomadaire persiste et signe alors que débute ce mercredi un procès hors norme qui tentera de comprendre comment la France a pu basculer dans l'horreur. J'ai voulu qu'on les publie parce que ce sont des pièces à conviction. Voilà, c'est le mobile du crime. Et on ne pourra pas aborder ce procès si on n'a pas, dès le départ, en tête le mobile du crime. Je ne voulais pas qu'on oublie la raison pour laquelle nos amis ont été tués. Voilà, pour ces quelques dessins. Et puis surtout, le fait, en les republiant, c'était aussi une manière de montrer que c'était pas grand-chose, en fait. Parce que quand on regarde ces dessins, ils sont quand même pas très méchants. Et le fait qu'on assassine des gens en France pour si peu de choses. Il y avait aussi une autre raison, un peu sourde. Nous, on n'a pas republié les caricatures depuis le 7 janvier, mais c'était ce que voulaient les frères Kouachi. Ils voulaient justement que plus jamais on publie ça. Et donc c'est vrai qu'il y avait quand même un petit arrière-goût amer de se dire que on allait finalement obéir aux injonctions des deux terroristes. Ça aussi, c'était pas acceptable. Donc il m'a semblé aussi que c'était une manière de dire non. Ce 2 septembre 2020, dans la salle 202 du tribunal de Paris, c'est un procès hors norme qui va débuter après des années d'enquête. 200 parties civiles, près d'une centaine d'avocats et 14 accusés jugés sur leur degré de complicité dans l'assassinat des 17 victimes de ces attentats. Le responsable d'entretien Frédéric Boisseau, les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Wolinski, l'économiste Bernard Maris, la psychanalyste Elsa Kayat, le correcteur Mustapha Ourad, l'écrivain Michel Renaud, les policiers Franck Brinsolaro et Ahmed Berabet, tous exécutés le 7 janvier 2015 par Chérif et Saïd Kouachi. Puis le 8 janvier à Montrouge, la policière municipale Clarissa Jean-Philippe. Et le 9 janvier dans le magasin Hypercacher, Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Attab. Tous assassinés par Hamedi Koulibaly. Rarement un procès aura autant retenu l'attention. Tous les médias du pays ont décidé de rendre compte en détail des audiences consacrées aux attentats de janvier 2015. Chaque jour, des anonymes, jeunes et moins jeunes, vont se rendre au tribunal pour assister à ce moment judiciaire unique, qui est le premier grand procès des attentats terroristes qui ont ensanglanté la France en 2015. Rhys a dit, quelqu'un veut faire un reportage sur le public, et j'ai levé la main, je dis oui, moi. Donc tout de suite, j'ai pas cédé ma place. Donc je suis allée à 8h au tribunal et il fallait que je rencontre finalement ces gens qui voulaient faire partie du public et qui voulaient assister au procès. Toute la matinée, je ne suis tombée que sur des jeunes filles
des jeunes filles qui avaient entre 17 et 22 ans, dont une qui m'expliquait qu'il était hors de question qu'elle soit pas là. Une autre me dit, moi, les attentats, ça m'a permis de savoir que j'allais faire du droit. Ce serait ma manière d'être utile à la société. Beaucoup de jeunes qui venaient ici par conviction, enfin qui venaient ici défendre quelque chose, qui n'étaient pas juste voyeuristes, c'était pas juste des spectateurs. Pour eux, c'était un acte politique d'être là. Il y a de l'appréhension, de l'émotion, on y est enfin. De l'appréhension parce qu'on ne sait pas si ça va être digne, parce qu'on ne sait pas comment soi-même on va le supporter. C'est pas un procès comme les autres. Je suis aussi témoin, je suis aussi acteur de cette histoire. C'est très chargé en douleur. C'est une tragédie. J'ai pas la même distance que dans les autres procès. Et puis après, au fur et à mesure de la matinée, je m'assois, j'écoute et on rentre dans le procès. Lorsque les 10 accusés sont arrivés dans le box en verre, tête baissée, il y a eu un silence qui a interrompu le ballet des avocats. Et tout dans ce silence semblait nous demander pourquoi. Pourquoi ces 3 journées insensées de crime, les 7, 8, 9 janvier 2015. Au fur et à mesure que s'égrenaient les charges contre les accusés et que nos regards se levaient vers eux, les scènes de crime que nous ressassons depuis 5 ans se doublaient d'un étrange récit, composant un circuit criminel dont la mosaïque fissurait le scénario médiatique des soi-disant seconds couteaux. Alors que les médias du monde entier se sont donné rendez-vous au tribunal de Paris, une question occupe tous les esprits. Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment Charlie Hebdo est-il devenu le symbole de la liberté d'expression alors que ce journal satirique, confidentiel, a failli disparaître à plusieurs reprises et qu'il a dû se réinventer à chaque fois pour mieux renaître de ses cendres ? Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. L'histoire de Charlie Hebdo, c'est d'abord l'histoire d'une censure en 1970, lorsque l'hebdomadaire Harakiri ironise sur la disparition de l'ancien président en parodiant un fait divers tragique qui avait eu lieu dans un bal quelques jours auparavant. L'équipe dirigée par François Cavana et le professeur Choron tente alors de contourner la censure gouvernementale en remplaçant l'hebdo Harakiri par un nouveau titre, Charlie Hebdo, en référence à la bande dessinée Charlie Brown, publiée par le même éditeur. Pendant près de 12 ans, Charlie Hebdo va marquer son époque avec son humour bête et méchant. Bête et méchant, oui, parce qu'on revendique fièrement la bêtise et la méchanceté, que tout le monde repousse, tout le monde se veut intelligent et bon, et tout le monde agit avec une connerie merveilleuse et une méchanceté infatigable. Alors, dans ce cas-là, autant revendiquer fièrement la bêtise et la méchanceté. Moi, étant aussi fils de Rital, mes parents étaient italiens, fils d'immigrés, quand j'avais 17 ans et que j'ai lu Cavana, je me retrouvais en lui. Donc, moi, je dois tout à Cavana. Et aussi bien l'amour des sciences, le journalisme, etc., tout ça, je le dois à Cavana. Je sais que j'appartiens à un mouvement de pensée qui est important, qui est celui des hommes de cette époque et des hommes les plus intelligents, ceux que je respecte le plus, quoi. Des gens qui justement ne croient pas en grand-chose, ni en Dieu, ni en diable, ni au parti, ni et qui se font leur propre jugement, qui regardent les choses et qui essayent de réfléchir et de trouver eux-mêmes les réponses. Ces dessinateurs stars, Wolinski, Cabu, GB ou Rézère
vont étriller tous les pouvoirs, politiques ou religieux. Mais pas seulement. Moi, les premières femmes nues que j'ai eues, c'était les dessins de Reiser et de Wolinski. À l'époque, quand on lisait Charlie, quand on lisait Harakiri, c'était aussi pour cette dimension-là. Il faut pas se le cacher. Une aventure qui cesse brutalement, par manque de lecteurs, en 1982. Avant, il y avait que des vieux cons ici. Maintenant, il y a des jeunes qui sont encore plus cons que nous. Harakiri Charlie tire alors sa révérence avec en une un dessin de Wolinski qui fera date. Quelques années plus tard, devenu une vedette grâce à sa participation à l'émission Récréa 2, Jean Cabu regrette encore la période Charlie, quand un journal était entièrement dédié aux dessins de presse. Cabu est à cette époque très ami avec le chansonnier Philippe Val, du duo Font-et-Val. À la télé, malgré les rébans prolétaires, le brushing révolutionnaire, ils nous font toujours autant chier. Ah là là, télé. Et maintenant, nous allons plonger. Cabu me disait, il faut qu'on fasse un journal ensemble, on va faire un journal ensemble. Charlie Hebdo, ça manque dans les kiosques, il faut un journal comme ça manque. Et puis, Cabu, un soir, il arrive et il me dit... j'ai trouvé un éditeur, il y a quelqu'un qui veut faire un journal, on va faire un journal ensemble. Bien. J'ai dit, bah d'accord. L'initiative risque de choquer. Depuis 3 jours, depuis le début de la guerre, vous pouvez trouver dans les kiosques un nouvel hebdomadaire, son titre, La Grosse Bertha. Provocation, insolence, vulgarité insupportable pour beaucoup. Peut-on vraiment se moquer de tout? Oui, répond l'équipe pour qui le dessin de presse, la dérision, c'est d'abord la réflexion. Cabu, Lou, Ciné, Plantu et la dizaine d'autres caricaturistes journalistes entraînés dans l'aventure revendiquent totalement l'esprit Charlie Hebdo. La Grosse Bertha, c'est la naissance d'une génération, avec Luz, Tinius et Charb. Dans cette petite équipe, un jeune dessinateur timide s'est fait progressivement une place. Je suis arrivé à Paris en janvier 91, c'est-à-dire en pleine guerre du Golfe. Voilà qu'apparaît dans les kiosques un journal que j'avais jamais vu qui s'appelait La Grosse Bertha. Et dans ce journal, je retrouve justement des gens comme Cabu, comme GB, et puis d'autres dessinateurs nouveaux que je connaissais pas. Et visiblement, c'était un journal qui semblait assez ouvert à des nouveaux dessinateurs. Donc je me suis dit, mais c'est parfait, c'est exactement ça qu'il fallait. Il déposait un classeur de feuilles canson, de papier à dessin. Et puis, hop, il s'en allait. Il s'en allait. Et Cabu et moi, des fois avec Charb, on regardait des dessins qui étaient des dessins assez morbides, assez drôles, avec des monstres, des trucs assez noirs, des trucs, des cimetières, des os dans les crânes, avec des vers qui sortaient des yeux. Quand vous venez de province, à Paris, tout vous impressionne. Vous entrez vous frappez à la porte d'un journal parisien. C'est qui les gens qui est là-dedans? Je connais pas ces gens, en fait. Je connaissais personne. Donc déjà, je me disais, c'est déjà bien qu'ils me laissent venir déposer des dessins. Mais c'est vrai que je craignais, j'avais un peu peur que quelqu'un vienne vers moi et puis me dise, écoute, bon, tes dessins, on les a vus, mais tu sais, c'est pas terrible. Je sais pas si tu y arriveras. Quelqu'un m'aurait dit ça, je serais parti, puis je serais jamais revenu. Donc j'avais un peu peur de ça. Donc c'est aussi pour ça peut-être que je m'en allais. Et donc, je déposais les dessins, et puis le jeudi, quand le journal paraissait, j'achetais le journal, puis je découvrais, c'est un peu comme les numéros du loto qu'on coche, ce qui était sorti ou ce qui n'était pas sorti. Alors des semaines, il y en avait, puis des semaines, il n'y en avait pas. Il y avait un peu des divergences entre une partie de l'équipe du journal et l'éditeur qui éditait ce journal et qui voulait faire un journal d'humour, mais qui n'était pas forcément intéressé par la dimension politique. Un jour, ils se font une réunion pendant que je suis pas là. Et puis, Godefroy m'appelle et me dit « T'es viré ». Bon, j'appelle Cabu, je lui dis, voilà, je lui annonce la nouvelle.
Il dit, très bien, c'est bien. Moi aussi, je m'en vais. Il y en a marre de tous ces cons. On va faire un autre journal. Oui, mais on va prendre 3 semaines de vacances. Non, non, on prend pas 3 semaines de vacances. On va faire un journal qui va paraître mercredi prochain. Eux, ils vont paraître le jeudi, nous, on paraîtra le mercredi. J'ai reçu un coup de téléphone de Val qui m'a dit, ben voilà, tout le monde quitte la grosse Bertha, on a envie de faire un autre journal, est-ce que tu veux venir? Ben, je lui dis oui, pourquoi pas. Et à partir de là, on s'est tous retrouvés le lendemain. Enfin, moi, je suis monté de province à Paris, dans un petit local près de la place d'Enfer Rochereau, pour faire un truc, pour faire un autre journal. Bon, enfin, on savait pas quoi. Hein. On savait pas comment il allait s'appeler. Et on a dit, bon, maintenant qu'on a cette équipe avec nous, il faut vraiment trouver un titre. Donc on a commencé à faire des listes de titres, des listes de titres. Et puis, Wolinski me coupe et me dit, mais pourquoi vous prenez pas Charlie Hebdo? Ça fait plus de 10 ans, le titre est en déshérence. Il est libre, prenez-le. Puis en plus, l'auteur, c'est Cavana. Cavana dit, oui, pourquoi vous prenez pas Charlie Hebdo? Vous prenez Charlie Hebdo. Cabu, il rêvait de ça, il rêvait, mais il en rêvait de... Oui, Charlie Hebdo, on va faire Charlie Hebdo. Mais voilà, moi j'étais... ma réaction, ça a été évidemment... J'ai trouvé que c'était formidable, mais le poids du titre légendaire sur leurs épaules, eux, ils avaient l'habitude de le porter. Moi, j'ai dit, waouh. Alors ça m'a un peu estomaqué, parce que Charlie Hebdo, moi je pensais pas qu'on allait faire Charlie Hebdo. On allait faire un journal, mais je savais pas quoi. Alors je me disais, mais merde, Charlie Hebdo, mais moi j'ai jamais prétendu faire Charlie Hebdo, moi. Enfin bon, j'étais novice, quoi. Donc c'était un peu intimidant, en fait. Après 11 ans de silence, Charlie Hebdo est de retour dans les kiosques. Un événement pour tous ceux qui ont été élevés, c'est le cas de le dire, au biberon de Cavana, Reiser, Cabu et autres Wolinski. Ce qui est étonnant dans ce retour, c'est que la décision de faire paraître à nouveau l'hebdomadaire a été prise en l'espace de 3 jours. En 68, c'est De Gaulle qui faisait la une. En 92, actualité oblige, c'est François Mitterrand. On dirait un vrai journal, Avec la renaissance de Charlie Hebdo, en juillet 1992, la rédaction est prête à écrire une nouvelle page de la grande histoire française du dessin de presse. On a fait un panel représentatif. De 1000 cons. De 1000 cons. Pour solliciter leur avis. Pour savoir quel journal ils voulaient voir. Et quand on a su le résultat, on a fait exactement le contraire. Une équipe qui s'en donne très vite à cœur joie et qui cogne à nouveau sur tous les pouvoirs. Les années 90, c'est la fin douloureuse des années Mitterrand et le retour d'une droite décomplexée en 1993. Puis en 1995, avec l'élection de Jacques Chirac. Avec la montée du vote en faveur de Jean-Marie Le Pen, Charlie s'engage contre le Front National et ira jusqu'à demander l'interdiction de ce parti. Parmi toutes les cibles de Charlie Hebdo, vous avez des grandes institutions, l'armée, la politique, etc., la société de consommation, la publicité. Et inévitablement, il y a la religion. C'était déjà le cas dans le premier Charlie Hebdo des années 70. À l'époque, il y avait des débats sur la pilule, tout ça, sur l'avortement, où l'Église était très opposée. Donc c'était des dessins très méchants et violents à l'égard de l'Église catholique et du pape de l'époque. Donc en 92, quand le journal a apparu, oui, c'était une évidence qu'on pouvait faire des dessins sur les religions et sur la place que prétend avoir la religion dans une société. Mais on y allait fort. C'est vrai que on y allait vraiment très fort. Le petit Jésus, la Sainte Vierge, le pape et tout ça, ils prenaient cher, quoi, vraiment. Vice invite à pisser dans des bénitiers dans les églises en réaction aux commandos anti-avortement. Il veut faire des commandos anti-bon Dieu. Philippe Val souhaite la bienvenue au pape de merde. Donc comme ça, il y en a des pages et des pages. Et les intégristes catholiques attaquent. On a été confronté à une association qu'on connaissait pas, qu'on a découvert, qui s'appelait La Griffe. C'était des catholiques plutôt traditionnalistes qui nous poursuivaient systématiquement pour racisme antichrétien. Ce qui est une notion qui n'existe pas dans le code pénal. Mais ils savaient très bien que ça n'existait pas. Ils savaient très bien que dans un premier temps, ils allaient perdre, mais ils voulaient qu'à force, un jour, ça entre en jeu dans la jurisprudence. Quand La Griffe, qui représente à l'époque vraiment le pire de l'extrême droite catholique, attaque Charlie Hebdo pour ses dessins moqueurs sur le pape,
et prétend que c'est du racisme anti-chrétien et essaie d'utiliser les lois antiracistes pour faire condamner Charlie, tout le monde éclate de rire. Ils sont en train d'accuser Charlie Hebdo de blasphème et ils veulent faire condamner Charlie Hebdo pour blasphème. Mais comme, fort heureusement, nous sommes dans un pays laïque et que les lois contre le blasphème n'existent plus, ils sont obligés d'en passer par les lois antiracistes. Quand les intégristes chrétiens font ça, tout le monde voit le piège. Quand les intégristes musulmans le font, malheureusement, beaucoup ne le voient pas. En l'absence des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly, abattus par la police le 9 janvier 2015, ils sont 14 à être jugés au tribunal de Paris. 3 sont en fuite en Syrie et jugés par contumace. Pour les 11 accusés présents, la question est de savoir leur degré de participation aux attentats. Et surtout si, après avoir fourni armes ou assistance, ils peuvent être condamnés pour terrorisme ou pour simple association de malfaiteurs. Dès le 2e jour de ce procès, qui déjà met les nerfs des participants à rude épreuve, on a entendu les 11 accusés raconter leur vie de délinquants et minimiser leurs crimes. Tous trafiquent, et leurs casiers judiciaires sont encombrés de délits et de crimes où les violences se multiplient au fil des années. Ce qu'on aura surtout appris, c'est à quel point les 11 accusés présents devant nous se connaissent, et combien de Grigny dans l'Essonne, Charleville-Mézières dans les Ardennes et Gilly en Belgique. Ils ont tissé en quelques années un réseau dont il semble que les agissements convergent sur Amédi Koulibaly et sans doute aussi sur les frères Kouachi. Ce qu'on comprend peu à peu, c'est la connexion des 2 tueries de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et même leur synchronicité. Quelles étaient les motivations des gens qui étaient dans le box, qui ont prêté assistance aux auteurs principaux, hein, les terroristes qui ont commis ces actes? Est-ce qu'ils se rendaient compte de ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils étaient motivés pour participer à ce projet? Ou est-ce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient? Voilà, c'est la grande question de ce procès. Puis le président annonce que l'audience sera désormais consacrée à l'étude du déroulement des faits. Et que nous commencerons par examiner l'enquête consacrée à la journée du 7 janvier 2015. Le commissaire de la section antiterroriste de la brigade criminelle, qui a mené l'enquête, va parler pendant 4 heures. Et à mesure que ses propos se précisent, une angoisse monte en nous. Tout le procès tend vers ce point innommable, vers cette scène qui nous a été rappelée ce matin, parce qu'elle est le cœur de la tragédie. Pour comprendre cette tragédie, qui va être racontée en détail dans la salle 202 du tribunal de Paris, il faut en réalité remonter plus de 15 années en arrière, quand tout a commencé, et que de simples dessins sont devenus le mobile d'une fureur meurtrière. L'Amérique frappée au cœur, le monde occidental déstabilisé, c'est une opération d'une ampleur inouïe qui a touché les États-Unis. 2 avions détournés par des kamikazes ont détruit les tours géantes du World Trade Center à New York. Pas de revendication, mais c'est vers Oussama Ben Laden que se tournent tous les regards. Au tournant des années 2000, le monde a changé. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l'intégrisme religieux a pris un nouveau visage. Et Charlie, parmi ses différentes cibles, de dénoncer et de moquer le fanatisme, comme il l'a toujours fait depuis sa création. Dans l'esprit de Charlie, se moquer, rire des religions, c'est non seulement naturel, mais c'est même vital. Moi, je suis entré à Charlie justement parce qu'il y avait ça. Pourquoi, tout d'un coup, s'arrêter de se moquer des religions parce que ça n'était plus les cathos, mais c'était les musulmans? Ça aurait été totalement aberrant. On s'est retrouvés avec Philippe et les copains de Charlie sur le fait qu'on avait tous une
une culture anticléricale très solide. On savait quelles étaient nos valeurs face au Front National, face à l'extrême droite chrétienne. L'ennui, c'est qu'après le 11 septembre, les commandos anti-IVG, à côté de ce que font les intégristes musulmans dans le monde, ça fait un peu petit joueur. Donc on est bien obligé de couvrir l'actualité. Et l'actualité, malheureusement, c'est beaucoup les islamistes qui la font. L'affaire de cette caricature qui enflamme le monde musulman. Un dessinateur danois représentait Mahomet en terroriste, coiffé d'un turban en forme de bombe. De l'Algérie au Koweït, les manifestations, boycotts, menaces prennent un peu plus d'ampleur chaque jour. Les autorités danoises sont embarrassées. Le magazine présente ses regrets, mais pas d'excuses. En 2006, une polémique embrase le monde arabe à la suite de la publication par un journal au Danemark de 12 caricatures figurant Mahomet, le principal prophète de l'islam. Une publication née du constat qu'un véritable tabou pèse désormais en Europe sur la représentation du prophète Mahomet en raison de possibles représailles de la part d'intégristes musulmans. Et c'est pour briser cette peur et c'est pour briser cette autocensure que Flemming Rose, qui est à l'époque le rédacteur en chef des pages culture de ce journal centriste danois, dit « Moi, je vais demander à des dessinateurs de prendre ce risque. Dessinez Mahomet tel que vous le voyez. » Il leur demande pas de se moquer de Mahomet, c'est pas du tout la commande. Et sur 12 dessins, il y a des Mahomet sur un soleil couchant avec un bâton de pèlerin qui ressemble un peu à Jésus. Il y en a qui se moquent du Jyllands-Posten et de la commande du Jyllands-Posten. Il y a toutes sortes de Mahomet, mais ils sont à peu près tous assez doux et assez tranquilles. Il y a 2 dessins qui évoquent la question du terrorisme et de l'obscurantisme. Et il y a notamment un dessin qui est celui qu'elle fait le plus parler, d'un Mahomet avec une bombe dans son turban. Et d'un Mahomet austère, avec des traits austères. Moi, j'ai rencontré le dessinateur danois, Kurt Vestergaard, qui l'a fait. Et je suis allée l'interviewer dans sa maison, et je rencontre un vieil anard et sa femme. Il a, Kurt, je sais pas, plus de 80 ans quand on se rencontre, qui lui a toujours croqué du curé, qui a toujours dessiné de tout, et qui me raconte le chemin vers ce dessin. Et puis je vois qu'il y a un croquis accroché à son mur, et je lui dis, mais ça c'est plus ancien, et pourtant c'est déjà la même chose. Et il me dit, mais oui, mais en fait ce dessin, je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait dans les années 90, lorsqu'il y avait autant d'attentats en Algérie, pour dénoncer les attentats en Algérie. Et il m'explique comment l'idée du turban lui est venue avec de la bombe. Et il me dit, parce qu'en fait, au Danemark, on a un proverbe qui dit « Si tu mets une orange dans ton chapeau, ça te portera bonheur ». Et j'ai voulu dire, et il faut être danois pour le savoir, j'ai voulu dire « Si on met une bombe dans le turban de Mahomet, ça portera malheur à l'islam ». Mais c'est là que vous comprenez qu'en fait, l'humour, c'est peut-être quelque chose qui est le propre de tous les hommes, mais l'humour n'est pas universel. D'ailleurs, c'est pas de l'humour, là. Même la caricature, ça n'est pas universel. Ça dépend d'un contexte culturel. Tout est parti d'un imam proche des frères musulmans, qui a décidé de faire une tournée dans plusieurs pays pour dénoncer ces caricatures. Mais pour renforcer sa dénonciation, l'imam procède à une manipulation grossière en rajoutant dans son dossier plusieurs images outrancièrement insultantes envers les musulmans. Des images piochées au hasard sur Internet, qui n'ont rien à voir avec les caricatures danoises. La manipulation fonctionne et l'incendie se propage immédiatement. Le consulat du Danemark brûle à Beyrouth et des menaces de mort sont proférées à l'encontre des dessinateurs danois. A-t-on le droit de caricaturer Dieu ou son prophète? En tout cas, pas François. Le propriétaire du journal Raymond Laca, un homme d'affaires libanais, a limogé son directeur pour avoir publié les fameuses caricatures reprises de la presse danoise et qui avaient fait scandale dans le monde arabe. En fait, le débat n'a pas été très long parce que au moment où on arrive tous à la conférence de rédaction ce jour-là, les nouvelles à la radio, c'est que François a montré des caricatures et que son rédacteur en chef vient d'être licencié par un des propriétaires. Bon. Donc, le sujet principal de la semaine, les dessins des journaux danois et le licenciement du patron de François. Et c'est vrai que nous, on a une réaction un peu épidermique. Je dis quoi, quelqu'un qui est viré parce qu'il publie des dessins, c'était choquant pour des dessinateurs. Donc, dans cette conférence de rédaction, on s'est dit, nous, on va les publier. C'est la liberté d'informer qui meurt si un journal comme Charlie Hebdo, qui est un journal satirique sur les religions, ne veut pas montrer
les dessins qui sont en train de créer une polémique mondiale et des menaces de mort au Danemark. Enfin, ça n'a aucun sens. Il faut argumenter avec bienveillance dans cette histoire pour répondre aux gens qui disent assimiler l'islam au terrorisme, c'est dégueulasse parce que tous les musulmans se sentent insultés, etc. Il faut être impeccable. Notre débat qui nous prend le plus de temps, c'est comment on va les montrer. Et qu'il soit clair que nous, on prône le droit d'informer, l'antiracisme et la laïcité. Comment on fait pour mettre tout ça à la fois dans un dessin autour de cette information-là, de cette actualité-là? Et Mahomet, il pourrait délivrer un message plutôt sympa, tu vois, un truc énorme. On dirait, il faut savoir arrêter une grève. Mahomet, c'est un peu bonhomme. Il faut savoir arrêter une grève. C'est pas une grève. Mais c'est pas une grève. C'est une manif, une manif. On se calme. Fini de rigoler. Ouais, Mahomet débordé par sa vase. La récréation est terminée. Qu'est-ce qu'il dirait C'est la première fois que les Danois me font rire. C'est bien la première fois. Ouais, voilà. Voilà, maintenant, il faut dessiner Mahomet. Alors, moi, j'ai pas envie de faire un être grimaçant avec une barbe. Tu peux mettre un truc comme ça. Vous avez vu la délicatesse avec laquelle on fait notre numéro. On a l'air une bande de gros déconneurs, mais on travaille. On compose notre numéro avec un tel respect pour pour justement dire aux gens de confession musulmane, on est pareil, on est dans le même monde. On a toujours pensé ça. C'est la culture profonde de ce journal et la culture profonde de beaucoup de gens en France quand même, pas qu'à Charlie Hebdo. Mahomet débordé par sa base, on aurait dû quand même essayer d'en faire une sur ce thème parce que c'est c'est vraiment un bon thème. Ça a du sens vraiment. Ouais. Être aimé par des cons, c'est dur d'être aimé par des cons. Ça c'est pas mal ça. Ouais, c'est cru, mais c'est pas mal. Ah. Tu vois, c'est dur d'être aimé par des cons. Ouais. Ouais, soit on le fait donc hyper rigolard, soit franchement dépité. C'est humiliant. C'est humiliant d'être aimé par des cons ou c'est dur, ou, tu vois. Mais je pense que ça Oh, Marc, ça pète. On a trouvé ce procédé de finalement de faire en sorte que Mahomet lui-même était atterré par cette situation. Voilà. En fait, Mahomet en fait était un peu de notre côté en fait. Finalement, il pensait comme nous. Franchement, c'est lamentable. Comme l'enjeu de la publication des caricatures de Mahomet, c'était le droit de dessiner Mahomet, il fallait dessiner Mahomet. Mais c'était aussi de bien faire attention à ne pas cibler tous les musulmans. Donc c'est pour ça qu'on avait mis comme ça Mahomet débordé par les intégristes et qu'on l'avait intégré dans le dessin. C'était pour essayer qu'on ne dissocie pas cet énoncé du dessin. Et une fois qu'on cible les intégristes, alors là, effectivement, c'est dur d'être aimé par des cons. C'est vrai qu'on les maltraite un peu, mais c'est les intégristes. Donc il fallait aussi laisser aussi une porte de sortie aux musulmans non intégristes et respectueux des valeurs de la démocratie. Donc c'était une couve qui a bien fait attention de ne pas faire d'amalgame. En quelques heures, cette une va être commentée dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc avec la nouvelle époque qui était la nôtre, l'Internet, et avec l'information qui s'est mondialisée. C'est-à-dire que Charlie Hebdo, qui n'était lu que qui n'était lu qu'en France, avec notre culture, se retrouve au Yémen par la grâce d'Internet. Et c'est pas la même culture, c'est pas la même sensibilité. Et là, ça fait des manifestations et des drapeaux brûlés. C'est le monde tel qu'il est devenu. Il faut faire avec. Est-ce que parce que ça va être lu en Arabie Saoudite, il faut s'interdire de publier ça en France? Ce serait quand même un petit problème. Devant les locaux de Charlie Hebdo, une limousine arrive en trombe. 2 policiers en civil en sortent. Le passager qu'il protège, c'est Philippe Val, le directeur de Charlie Hebdo. Les intégristes, les extrémistes vont avoir du mal à nous prendre en faute. Parce que nous, on n'est pas des gens... nous ne connaissons pas la haine.
Plusieurs personnalités du journal satirique ont reçu des menaces de mort. C'est sérieux. C'est formidable parce que j'entendais sur une radio un musulman qui disait ah oui, Charlie Hebdo s'attaque aux musulmans parce qu'ils n'osent pas s'attaquer aux évêques. Alors que depuis qu'on est tout petit, on s'attaque aux évêques. Au sein de la classe politique, les avis sont partagés entre ceux qui comprennent le choix de Charlie de publier les caricatures et ceux qui ne le comprennent pas, comme le président de la République Jacques Chirac, qui dénonce une provocation et la stigmatisation de la communauté musulmane. Un débat qui traverse aussi toute la gauche. Les soutiens se sont faits tout d'un coup très rares. On est passé du consensus à la solitude. Parce qu'on changeait de religion. Mais on changeait pas de ton. On changeait pas de thème. On disait la même chose, ni plus ni moins. Une partie de la gauche, pas toute la gauche, mais une partie de la gauche va commencer à se pincer le nez. Sur le thème, ah mais il faut faire attention, y a des populations fragiles, les damnés de la terre. Et donc là, on commence à reculer à gauche sur la liberté d'expression. La laïcité, tout d'un coup, s'est vue accusée d'être l'alibi d'un racisme. Mais un racisme, depuis quand? Une croyance, c'est une race? Non. Moi, je pense la même chose des staliniens, des nazis. Quand on voit que des gens qui ont le cerveau bouffé par ça commettent des crimes, la moindre des choses, c'est de critiquer les aspects criminels de cette idéologie ou de cette croyance. Sinon, on est foutu. C'est faire une différence entre les musulmans et les chrétiens que de dire, bah alors les chrétiens ou les juifs, ils ont assez de recul pour accepter le droit à l'humour, puis les musulmans non, donc faut les protéger, c'est des petites choses des victimes. Je refuse ça. Je refuse cette pensée-là qui est profondément condescendante et raciste. Pour moi. Donc c'était dangereux parce qu'on était pris entre deux feux. Entre, d'une part, les terroristes qui prêts à nous causer des ennuis physiques, et d'autre part, certaines franges de nos amis, en fait, prêts à nous voir comme des islamophobes et des racistes. Hein. Mais c'était vital de continuer sur cette ligne-là, sinon ça aurait été, disons, aller à l'encontre de ce qui était l'esprit fondamental de Charlie. Isolé, Charlie Hebdo est maintenant attaqué au tribunal par l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. Et contre toute attente, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, choisit de s'associer à cette plainte contre 2 caricatures danoises et contre la une dessinée par Cabu. On n'a pas le droit de dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous vénérons chacun de nos instants et de nos jours, est un prophète qui a fondé une religion terroriste. Moi, je ne me sens pas terroriste et je n'accepte pas qu'on dise que ma religion est une religion terroriste. Qu'on soit attaqué par l'UOIF, émanation des frères musulmans, bon, ça nous paraît assez logique. Par la Ligue islamique mondiale, bon, ça aussi, ça nous étonne pas trop. Par la mosquée de Paris, c'est plus ennuyeux, parce que là, c'est l'islam de France, c'est l'islam officiel. Moi, je pense que là, on a raté une occasion, que ça aurait été l'occasion pour la mosquée de Paris de dire « on n'aime pas ces dessins, on n'aime pas Charlie, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais ils ont le droit de le faire. Et il faut l'accepter. C'est comme ça dans ce pays. » Affluence des grands jours et tension entre 2 camps irréconciliables. D'un côté, les proches de Charlie Hebdo, son fondateur Cavana, son directeur actuel, seul prévenu dans cette affaire, et ces caricaturistes venus défendre le droit de tout critiquer, y compris la religion. De l'autre, l'Union des organisations islamiques de France et les représentants de la Grande Mosquée qui se disent blessés, agressés par ces dessins comme ils le seraient par des injures. Nous estimons que ces caricatures font un amalgame scandaleux entre les musulmans et le terrorisme. Ça s'appelle un nom, c'est le racisme, et ce que nous demandons aux juges de constater. D'une décennie à l'autre, j'ai eu exactement les mêmes assignations, avec les mêmes fondements juridiques, les mêmes mots, sauf que on est passé d'associations intégristes catholiques à des associations intégristes musulmanes. Ce qui est interdit, c'est de dire les musulmans sont pas des gens bien, les juifs sont pas des gens bien. Ça on peut pas dire. Mais dire le judaïsme ou l'islam c'est pas bien, bah on a le droit. Encore heureux.
Enfin, on n'est pas dans une théocratie, on est dans un pays laïque. C'est-à-dire que le blasphème ne peut pas exister. Il n'y a aucune révérence à avoir envers une religion, quelle qu'elle soit. Notre pays est fondé sur cette idée-là depuis 3 siècles. La liberté d'expression est un des droits les plus précieux de l'homme, nous dira Mirabeau dans une magnifique formule reprise par la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Il a fallu un siècle de plus pour que ce soit transformé en loi en 1881. Il a fallu encore un siècle de plus pour que la jurisprudence avance doucement et fasse que on puisse tout dire sur les religions. C'est ça, c'est cette cause-là que je défendais. Le jugement où il fallait être, qu'on soit lecteur de Charlie Hebdo, défenseur de la liberté d'expression ou journaliste d'un média étranger. À 13h30, applaudissements dans la salle d'audience. Charlie Hebdo à la bénédiction de la justice. C'est une bonne nouvelle pour les musulmans laïcs et républicains. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient en la liberté d'expression. C'est une bonne nouvelle quand on pense que c'est une nécessité pour faire marcher les états de droit. Au lendemain du procès des caricatures, une jeune dessinatrice effectue en 2008 un stage à la rédaction de Charlie Hebdo, avant de devenir pigiste de l'hebdomadaire. Le lundi, je venais à Charlie pour travailler, puis pour être dans l'ambiance de bouclage. J'essayais de comprendre un peu le mécanisme parce que c'est pas quelque chose d'évident. Il a fallu que je regarde comment Cabu, Luce, Char, Brice, Catherine, tous faisaient un peu à leur manière et d'essayer de comprendre ce mécanisme entre le texte et le dessin. Et là où moi je devais parfois galérer 1000 ans à trouver une idée, eux c'était avec une immédiateté qui me déconcertait. Tout à fait l'esprit de Charlie Hebdo, oui, oui. Mais je pense qu'elle l'avait avant de venir ici, quoi, parce qu'elle a voulu venir ici, c'est qu'elle pratiquait l'humour noir et l'humour, comme dit Cavana, l'humour un coup de poing dans la gueule, quoi. Aujourd'hui, j'ai un regret immense, parce que j'ai côtoyé des gens en me disant que j'avais le temps. J'avais le temps comment je me suis laissée bouffer par ma timidité trop longtemps. En 2009, un changement important intervient au sein de la rédaction. Philippe Val choisit de quitter Charlie Hebdo et avec Cabu, ils décident de céder leur part du journal à une nouvelle génération. Charles, il s'en était jamais caché, lui, il a toujours été partant. Mais moi, j'avais jamais rien demandé, et puis bon, je me disais, tant que Val le fait, c'est pas plus mal. Mais là, bon, il y a un moment donné, vous êtes au pied du mur, il faut prendre ses responsabilités, voilà. Donc, bon, je me suis dit, je vais accepter, puis on verra bien. Les dessinateurs Charb et Riss deviennent les nouveaux propriétaires de Charlie. Monsieur le directeur. Bonjour, je suis le directeur. C'est lui qui va en prison, hein. Quand on a des procès, c'est lui qui risque la prison. Une fois que la une est faite, on peut ranger les dessinateurs. On va le mettre là, tiens. Je ferme la clé. J'ai peur qu'on nous le pique. Celui-là, c'est un de ceux qui bossent. L'équipe de Charlie reprend inlassablement sa dénonciation des travers de notre société, n'hésitant pas à moquer les icônes les plus populaires. Sans oublier les responsables politiques de ces années 2000. La liberté d'expression est devenue un combat quotidien pour Charlie, qui n'entend renoncer à aucune caricature. Au tribunal de Paris, comme une mise en abîme douloureuse pour toutes les victimes et leurs familles, la cour d'assises revient maintenant sur le déroulé exact
minute par minute, de la journée tragique du 7 janvier 2015. Et d'abord, grâce aux témoignages de ceux qui ont été confrontés aux terroristes, alors qu'ils se perdaient dans le bâtiment de la rue Nicolas Appert, à la recherche de la rédaction de Charlie Hebdo. Des victimes aux blessures invisibles, mais pourtant bien réelles. Cette semaine de procès a été terrible. Nous nous sommes approchés au plus près du massacre. Nous avons avancé, tremblants, vers la scène du crime, en recueillant successivement les témoignages de celles et ceux qui ont été sur le chemin des frères Kouachi avant qu'ils ne s'engouffrent dans les locaux de Charlie Hebdo. Des femmes et des hommes qui ont vu le canon des Kalachnikov pointer sur eux. En écoutant Madame Grégory, Madame Chapelle et Madame Schmeltz, qui ont été les premières à être attaquées par les frères Kouachi, nous découvrons une détresse sans fond, des traumatismes qui n'en finissent plus, des arrêts de travail qui, en se répétant, vont précipiter leur licenciement. Madame Grégory a même dit devant la cour « Ils m'ont tué. Ils nous ont tous tués. » Et Madame Chapelle a cette délicatesse terrible de se sentir encore aujourd'hui coupable de ne pas avoir réussi à avertir Charlie Hebdo que deux tueurs les cherchaient. Les témoignages qu'on a entendus, enfin que j'ai entendus, pour moi étaient très précieux parce qu'il y a des gens, c'était la première fois que je les entendais. Et c'est vrai que j'ai constaté qu'ils avaient vécu des choses très proches de ce qu'on avait pu vivre nous aussi. Et je dirais que ça a créé, je ne vais pas dire une sorte de solidarité, mais en tous les cas, de lien. Parce que quand on vit ce genre de choses, parfois c'est... Seuls les gens qui ont vécu ça peuvent comprendre les autres personnes qui ont vécu ça. Puis il y a eu le témoignage stupéfiant de Jérémy Gantz, qui s'était rendu ce matin-là avec son collègue Frédéric Boisseau pour faire un repérage de maintenance du circuit de chauffage. Il a raconté comment, cherchant tous les deux dans la loge du gardien à paramétrer les contrôles d'accès à l'immeuble, la porte s'est ouverte et un homme criant « Charlie » a ouvert le feu directement, touchant Frédéric Boisseau. Jérémy Gantz raconte alors ce que personne ne peut raconter. Être auprès d'un ami qui ne doit pas mourir, un ami pour qui on doit tout faire, un ami qu'il faut sauver. Avoir entendu cet homme qui nous a dit sans voile ce qu'est un homme qui meurt est un honneur pour nous tous. Quand on est confronté à la mort de manière aussi proche, je pense que ça restera toujours abstrait pour les gens qui n'ont pas été confrontés à ça. C'est juste, ah oui, c'est horrible, c'est terrible, mais ça veut rien dire, ça. C'est vrai que c'est une sensation où vous vous sentez dépossédé de votre existence, et même des mois après, même encore maintenant, elle est toujours là, cette sensation. On vit, mais cette vie ne nous appartient même plus vraiment. Comment faire comprendre ça? C'est une sensation presque physique, et les mots sont presque impuissants. Pendant ces 5 années, les souvenirs des survivants de Charlie Hebdo auront été comme un rideau de brouillard, qui, au tribunal, va devoir bientôt se lever sur l'attaque de leur rédaction. Une rédaction qui a été emportée par un engrenage fatal, quand tout s'est accéléré et que le destin du journal a basculé entre 2011 et 2015. Dans l'actualité ce mercredi, l'incendie criminel contre Charlie Hebdo. Les locaux de l'hebdomadaire satirique ont été en grande partie détruits. Charb et Rhys, nouveau duo à la tête du journal, doivent affronter leur première épreuve à la fin de l'année 2011, quand le siège de Charlie Hebdo est incendié dans la nuit du 1er au 2 novembre. Des ordinateurs et des dossiers des journalistes, il ne reste plus rien. C'est par ces fenêtres que des cocktails Molotov ont sans doute été jetés durant la nuit. Ce serait une réponse au numéro du journal de cette semaine. Baptisé Sharia Hebdo, ce numéro fait du prophète Mahomet son rédacteur en chef.
C'est une déconnade sur le fait que la charia risque d'être appliquée en Libye et qu'un parti islamiste arrive en tête des élections en Tunisie. Charlie Hebdo, Charia Hebdo, le rapprochement était marrant à faire. Et ouais, mais c'est juste une énorme blague. Ce à quoi on a été confronté très tôt, c'est à une nouvelle forme d'intégrisme et une nouvelle forme d'arbitraire dont, à mon avis, les gens ne mesuraient pas bien l'ampleur qu'elle était en train de prendre. Il a fallu malheureusement attendre des années plus tard, avec tout ce qui s'est passé ensuite, pour que les gens comprennent qu'il y a un vrai problème d'intolérance religieuse, même si ça concerne une minorité en France, elle est réelle. Dans la pièce dramatique qui semble se jouer entre l'actualité internationale et Charlie Hebdo, un troisième acte se déroule dans le monde arabe en septembre 2012, qui va entraîner une nouvelle polémique en France autour de l'humour acerbe de l'hebdomadaire. Il y avait l'affaire des caricatures de Mahomet. Eh bien, l'histoire retiendra aussi l'innocence des musulmans. C'est le titre d'un film, un brûlot amateur qui prend l'islam pour cible. La diffusion de cette vidéo a donc provoqué un déchaînement de violence fanatique dans plusieurs pays. En Libye, le consulat américain a été incendié. L'ambassadeur et 3 autres ressortissants ont été tués. Il y avait eu un espèce de navet, un film tourné aux États-Unis sur la vie de Mahomet, très insultant pour le coup, mais bon, voilà, mais vraiment un mauvais film. Personne n'en parlait vraiment, mais il a tourné sur Internet et ça a provoqué plusieurs morts, je crois une 30aine de morts pour un navet. Donc c'était l'actualité mondiale. Donc Charlie Hebdo traite cette actualité-là. C'était pas gratuit, c'était en lien avec une actualité qu'on a oubliée aujourd'hui, mais qui était bien existante, et donc publie ces caricatures qui sont une parodie en même temps de cinéma et de la situation. 75 000 exemplaires achetés en quelques heures. Les nouvelles caricatures du prophète Mahomet se sont arrachées dans les kiosques à journaux, par soutien ou par simple curiosité, mais aussi parfois avec la volonté de les faire disparaître au plus vite, car les dessins de Charlie Hebdo, souvent assez provocants, ne font pas rire tout le monde, à commencer par la communauté musulmane. Répéter et recommencer les mêmes âneries, les mêmes idioties, les mêmes calomnies, la même ignominie, nous paraît plutôt relever d'un syndrome strictement psychiatrique. Charlie Hebdo est reparu en 1992 et aujourd'hui on doit être pas loin du numéro 1500, on a dû sortir 1500 numéros, et sur 1500 numéros il y a peut-être eu 2 ou 3 numéros avec Mahomet en couverture, c'est-à-dire rien. Et quelques numéros sur les questions, c'est vrai, d'intégrisme religieux, mais bon, ça c'est l'actualité. Si on regarde les autres news et les autres magazines, ils font aussi des couvertures sur les questions de l'islamisme. Je vois pas pourquoi on en ferait moins qu'eux. C'est la dernière grande polémique Charlie Hebdo avant l'attentat. Et c'est vraiment la polémique où on s'est retrouvé, mais alors là, complètement seul, condamné de toutes parts. Et là, c'est vraiment le moment où j'ai compris qu'on avait perdu le combat. Je suis arrivé pendant l'été 2012. Et en septembre, donc il y a eu Intouchable. Septembre 2012. Donc j'étais encore tout frais. Je venais, on va dire, je venais à peine d'apprendre à décrocher le téléphone, quoi. Et tout d'un coup, il y a cette espèce de merdier mondial dont on savait qu'on venait de faire une bonne blague, mais on se rendait, enfin moi en tout cas, je me rendais pas compte de l'ampleur que ça pouvait prendre, et ça a été un déniaisement pour moi, je dirais. Et donc oui, je dirais, c'est le moment où, pour la première fois, j'ai eu peur. Les tensions autour du journal entraînent la mise sous protection policière de Charb, son directeur de la publication. Charb se disait, voilà, bon, s'il y a un type qui veut me tuer, il pourra le faire. C'est pas parce que j'ai un garde du corps à côté. Charb avait été ciblé nommément dans un journal lié à Al-Qaïda, où il y avait donc Wanted, un peu comme un avis de recherche dans le Far West. C'était quand même dans une revue d'Al-Qaïda, donc c'était sérieux. Donc les gens qui disaient « oui, Charb est inconscient », c'est complètement faux. Charb a toujours eu conscience de la possibilité d'un attentat, toujours. Mais
Ce qu'on se disait à cette époque-là, c'était que le risque, c'était d'avoir un attentat ciblé, mais pas un attentat généralisé contre toute la rédaction. On a tendance, a posteriori, à faire des anachronismes. C'est-à-dire qu'on avait beau savoir qu'on était menacé, on avait beau être sous protection policière, on avait beau savoir que Al-Qaïda ça existait, on avait beau tout ce que vous voulez. Je crois que ce qui est arrivé était quand même impensable. On a appris à la dure que impensable, impossible et improbable, c'est pas des synonymes. Mais en tout cas, pour moi, c'était impensable. Et en 2014, fragilisée par les menaces qui pèsent sur elle et par de graves difficultés financières, la rédaction de Charlie Hebdo quitte le 20e arrondissement de Paris pour s'installer dans un local sécurisé et discret, rue Nicolas Appert, près de la place de la Bastille. Sur ces images tournées par une jeune étudiante en journalisme, lors de l'emménagement, on découvre de nouveaux locaux exigus, protégés par une porte à code. Et on découvre surtout la salle de rédaction, qui dans quelques mois va être le théâtre d'un massacre. Défilent devant la caméra certains de ceux qui constituent alors l'équipe de Charlie en 2014. Les directeurs de la rédaction, Charb et Riss. Le rédacteur en chef, Gérard Billard. Les journalistes Sigolène Vincent, Laurent Léger, Philippe Lançon, Antonio Fischetti, Zineb El Razoui, Bernard Maris, les dessinateurs Wolinski, Cabu, Luz, Tinius, Honoré, la psychanalyste Elsa Kayat. Ce qu'il s'est passé dans cette salle le 7 janvier 2015, c'est ce que les survivants de l'attaque doivent maintenant raconter au tribunal de Paris. En fait, c'est curieux, mais on n'en a jamais parlé au journal entre nous. En fait, on n'en a jamais parlé en détail. Durant ces 5 années et demie, on évoquait le 7 janvier, mais on n'a jamais vraiment osé, entre nous, entamer des discussions pour dire en détail ce qu'on avait ressenti. Parce que c'est très délicat, on a peur de réveiller des choses, on a peur de se faire souffrir les uns les autres. Et c'est ça, justement, ce qu'on attend du procès d'assises, c'est que des choses se disent qui n'ont pas pu être dites avant, et qui peut-être après ne pourront plus jamais se dire. Chaque témoin nous gratifie, chaque parole agrandit le monde. C'était au tour des parties civiles de Charlie Hebdo de s'exprimer à la barre. Leurs paroles ne remplacent pas l'innommable. Mais pour quelques minutes, quelques secondes, elles trouvent la capacité de l'envisager avec une clarté déchirante. C'est ce qui est arrivé à l'équipe de Charlie Hebdo, à ceux qui étaient là le 7 janvier 2015 au 10 rue Nicolas Appert et qui ne sont pas morts. J'ai été une des premières à témoigner et c'est des choses que j'avais pas exprimées du tout, mis à part avec mon psy ou une sphère très proche, très fermée. Voilà, j'ai pu rendre compte de ce qui m'avait traversé et dire que j'étais pas coupable de rien parce que c'est ce qui m'avait envahi pendant longtemps. Coco a raconté comment elle avait quitté la salle de rédaction à 11h20 pour aller fumer une cigarette avec Angélique avant d'aller chercher sa fille à la crèche. Les deux Kouachi surgissent au moment où elles sortent de la cage d'escalier. Ils braquent leur arme sur Coco, qu'ils ont reconnue, et qu'ils prennent en otage afin qu'elle les mène à Charb. Coco raconte cette ascension vers les locaux de Charlie comme les étapes d'une destruction personnelle qui va entraîner une destruction collective. Dans sa détresse, elle se trompe d'étage et pense que cette erreur lui sera fatale. Voici que, à la barre, Coco se baisse pour nous montrer comment elle supplie les bourreaux, main sur la tête,
dans la position de la condamnée à mort. On voit soudain l'enfer dans lequel les Kouachi l'ont menée. « J'ai pensé mourir exécutée, dit-elle. Elle ne pense plus qu'à sa fille. Ils font demi-tour. Elle avance vers le code et le tape. Ils entrent chez Charlie Hebdo. Sur la vidéo de surveillance, le surgissement des frères Kouachi est si brutal que nous sommes plusieurs à reculer sur notre banc. Ils tirent sur Simon Fieschi, assis à son bureau. C'était le jour où sortait le livre de Houellebecq. Et bon, il y avait un débat entre ceux qui aimaient Houellebecq, ceux qui l'appréciaient moins. Progressivement, ça dérive sur les Français qui sont partis faire le djihad. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui partent là-bas faire le djihad? Alors qui nous disait oui, on s'est pas occupé d'eux, ils vivent dans des quartiers difficiles. Bernard Marie disait mais non, c'est des conneries, on a investi dans les banlieues des millions. Bref, c'était un peu chaud quand même. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est que ces djihadistes dont on parlait, ils étaient derrière la porte. On pensait qu'ils étaient à des milliers de kilomètres, et en fait, ils étaient à côté de nous. Et puis, à un moment donné, on a entendu des bruits bizarres, des claquements, 2 claquements, peut-être 3, 2 claquements. Et je vois Franck Brinsolano qui se lève et qui dit « Ah non, ça c'est pas normal ». Et lui, il avait une oreille peut-être un peu plus professionnelle sur ces bruits. Et il a sorti son arme en direction d'une des portes. Et là, quand on l'a vu se réagir comme ça, tout le monde s'est levé. On a dit « Tiens, ça nous a inquiétés ». Et on a compris que quelque chose d'anormal arrivait. Et puis là, la porte s'est ouverte et on a vu un type habillé tout en noir avec une arme. Il n'y a rien pour vous protéger. Donc vous êtes nu devant quelque chose qui va vous écrabouiller. Donc c'est un sentiment de vulnérabilité inouï. Et là, vous essayez de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Qu'est-ce que je peux encore faire? Rien. Sauf que devant moi, il y avait un peu un espace vide et je me suis jeté au sol, quoi. J'ai hésité, je savais pas trop, mais tout ça, c'est en une demi-seconde. Ça va à une vitesse. Et c'est une fois au sol que j'ai entendu les tirs ont commencé. C'est la fin, quoi. C'est fini. Et je me disais, bon, voilà, ma vie va se terminer là, allongée sur le sol de journal. Donc, les secondes passent. Les tirs continuent, les secondes passent, les tirs continuent, et j'attends le moment où ça sera mon tour. Et donc j'ai pas été touché tout de suite. C'est au bout d'un moment que est arrivé ce à quoi je me préparais. Je savais que j'allais recevoir quelque chose, peut-être dans la tête, dans le torse ou je sais pas où. Donc j'étais percuté par une balle, mais c'est comme si un morceau de ferraille comme si on vous frappait avec un morceau de ferraille. Et à partir de ce moment-là, je savais pas bien où j'étais touché, mais j'ai arrêté de bouger en espérant qu'ils ne retirent pas une deuxième fois. Alors que les tirs continuaient. Ils sont revenus voir Charb, ils ont cité le nom de Charb. Charb, il est où? Ils cherchaient Charb, ça c'est sûr et certain. Puis après, j'ai entendu des voix, ils parlaient du Yémen, j'ai pas tout bien entendu, ça s'éloignait, bon. Et après, il y a un silence. C'est-à-dire qu'on n'entend plus rien. Et on ne sait pas ce qu'il y a autour de vous. Alors, moi, je bougeais pas. Je savais peut-être qu'il y avait encore quelqu'un. Mais je ne savais pas que Philippe Lançon a été blessé très gravement. Je ne savais pas que Fabrice Nicolino était blessé de plusieurs balles. Je l'avais entendu gémir. Donc je savais qu'il a été blessé, mais je savais pas qu'est-ce qu'il avait exactement, j'en savais rien. Et je savais pas non plus que Simon était dans le coma et était touché par une balle, j'en savais rien du tout. Mais il y en a qui disaient rien, je me disais, mais pourquoi il parle pas?
Et j'ai compris au bout d'un moment qu'en fait, ils parlaient pas parce que voilà, ils avaient été tués, ils étaient morts. Mais c'est leur silence qui m'a fait comprendre qu'ils étaient morts, en fait. Mon témoignage, en fait, il avait un objectif qui était de témoigner des ravages que fait une arme de guerre quand elle ne tue pas. Moi, je voulais pas offrir ma douleur aux gens qui me l'avaient infligée, mais je voulais que personne ne puisse ignorer les conséquences des actes qu'ils ont commis. La balle est rentrée ici, juste en dessous du cou, et elle est ressortie au niveau de l'omoplate gauche. Elle a touché la moelle épinière sur son chemin par un effet de blast, c'est-à-dire quand ça l'a compressée. Ça m'a complètement paralysé, c'est-à-dire j'ai eu ce qu'on appelle une tétraplégie, une paralysie complète en dessous, en gros, du niveau de la poitrine ici. Par chance, je suis plus tétraplégique, je suis ce qu'on appelle tétraparésique, c'est-à-dire que la paralysie est devenue partielle. J'ai hésité pendant mon témoignage, ça faisait partie des choses, je me demandais si j'allais le dire, mais parmi les séquelles physiques que j'éprouve, une paralysie partielle de la main, et il se trouve que je ne peux plus faire de doigt d'honneur. Je ne peux plus le faire à la main droite non plus parce que c'est ballot, il me manque le doigt principal. J'ai vraiment hésité à le dire parce que, ça paraît absurde. Mais déjà, je trouve que ça explique ce qui arrive à une main. Et puis, je trouvais que c'était une façon qui représentait assez bien le journal d'expliquer ça. Et je disais, je peux plus faire de doigt d'honneur et il y a des jours où ça me démange. Il y a vraiment des jours où ça me démange, mais en fait, j'étais inexact. Je peux toujours faire un doigt d'honneur, je suis juste obligé de m'y prendre à deux mains. Voilà. J'ai été particulièrement touchée par le témoignage de Simon. Simon, moi, je l'ai revu après. Je me souviens très bien l'avoir vu au moment où il remarchait encore pas. Et il m'a dit, je l'ai vu à l'hôpital, il m'a dit, ma Coco, je sais pas si je préfère ma place ou la tienne. Et ça, c'est vrai que ça m'avait fait un choc aussi parce que je me disais, merde. Cette place d'impuissance face au Kouachi, la fille qui a tapé le code, on s'en veut parce qu'on a l'impression d'être inerte, de voir les choses se dérouler sans pouvoir réagir ou dire quelque chose. Et ce qui a pu être fait avec le psy et ce qui m'a aidé à comprendre et à prendre un peu de recul, c'est que c'est dès le moment où j'ai pu mettre un peu d'espace entre le 7 janvier et moi. C'est-à-dire m'en dissocier, un peu. J'ai pu juste avoir du recul sur la situation et me dire « Mais regarde ma pauvre fille, là, ils sont là avec leur Kalachnikov, qu'est-ce que t'aurais pu faire, quoi ?» Ça paraît évident pour n'importe qui, mais sur le moment, j'étais incapable de voir un truc comme ça. Cette phrase que j'ai dite au tribunal, quand j'ai dit « Cette balle, elle ne m'a pas raté, mais elle ne m'a pas eu ». Elle m'a pas raté, c'est évident. Même si vous me voyez pas debout marcher avec la béquille, etc., elle m'a pas raté. Elle m'a pas eu, non, je suis là et j'ai survécu. Ce que j'ai dit, c'est « Cette balle, elle ne m'a pas raté, mais elle ne m'a pas eu ». Et c'est pareil pour le journal. Alors que la rédaction de leur journal a été décimée le 7 janvier 2015, avec la disparition de Charb, Cabu, Honoré, Tinius, Wolinski, Elsa Kayat, Bernard Maris et Mustapha Ourad, les survivants de Charlie Hebdo vont devoir surmonter l'insurmontable pour parvenir à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'hebdomadaire. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Il y a eu des tirs au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement à Paris. J'ai rallume mon portable, je me souviens, c'est mon copine de l'époque même qui l'a rallume avant moi. On était en train de boire des verres, un verre de rouge avec une tranche de saucisson dans la salle qui était juste en face du cimetière. Et là, elle me dit « Ah, attentat à Charlie ».
plus combien, 8 morts annoncés. Au moment où on rallume ce portable, et là j'ai rallumé mon portable, et évidemment là c'est... C'est l'effondrement, quoi. Il y a un copain qui m'a appelé parce qu'il savait que j'aimais beaucoup le journal et tout. Il me dit, t'as vu ce qui se passe et tout. Et j'essayais tout de suite de voir sur Internet qui avait été touché. Là, c'était le pêle-mêle d'informations. On savait pas qui était vivant, qui était mort. On s'est rendu à cet enterrement. Donc, c'était l'enterrement d'un oncle de ma compagne que j'avais jamais vu. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette église-là, devant un mort que je connaissais pas, et à pleurer... voilà, parce que j'avais perdu des êtres qui m'étaient chers, en fait, le jour-là, quoi. J'ai pas mal survolé ce moment parce que c'était assez blanc dans ma tête. Et pour tout vous dire, il y a eu le 7... Il y a eu le 8 avec la policière qui a été tuée à Montrouge. En fait, ça plus le 7, ça m'a fait vraiment quelque chose d'effroyable, quoi. J'ai pas d'autres mots que l'effroi. Le 9 janvier, nous sommes à Libé. On décide à ce moment-là de refaire le journal avec les forces qui restent. Et à la fois, il y a plein de gens... Et en même temps, on se sent extrêmement seul avec soi. En tout cas, moi, ma place dans ce truc est tellement seule. C'est une solitude extrême. Alors que les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly ont été abattus par la police dans la soirée du 9 janvier, le pays se dresse pour dénoncer les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Et le 11 janvier 2015, des millions de personnes se rassemblent partout en France. Jamais ils n'avaient été aussi nombreux dans la rue depuis 1945. Le 11 janvier, il vient faire beaucoup de... Comment? J'aurais envie de vous dire qu'il fait du bien, mais en fait, on le voit même pas. Le 7 janvier, la violence que moi j'ai ressentie, c'était la violence du rejet. On voulait plus de nous du tout. Bon. Mais le monde entier ne voulait plus de nous. C'est comme ça que j'ai ressenti dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et puis quelques jours après, c'est l'inverse. C'est le monde entier qui nous soutenait. Donc on passait d'une émotion, c'était extrême, d'un extrême à l'autre. Et les deux sensations étaient aussi déstabilisantes l'une que l'autre. C'était un peu écrasant parce que du coup c'était une responsabilité. Quand on vous soutient comme ça, vous pouvez pas non plus, vous pouvez plus vraiment faire ce que vous voulez. On vous regarde, on attend de vous des choses peut-être. Voilà, il faut être aussi à la hauteur du soutien qu'on a reçu. Pour les survivants de l'attaque de Charlie Hebdo, il est essentiel de parvenir à publier le prochain numéro de l'hebdomadaire, malgré la douleur. C'était évident. Il fallait pas rester sans voix. On avait voulu nous faire taire, donc il fallait que la semaine d'après, on parle. D'une manière ou d'une autre. C'était la meilleure manière de répondre aux terroristes. Et donc là, il s'est passé ce qui déjà s'était passé dans l'histoire de Charlie, un élan collectif, une énergie collective qui fait que le journal est sorti une semaine après. J'ai dessiné en disant « Je suis Charlie ». Et ça, c'est une idée que j'avais dans la tête, mais c'était pas suffisant. Ça faisait pas une. Et puis il n'y avait plus que ce jus-là. Il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. Je suis Charlie. Et je l'ai regardé. Il était en train de pleurer. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Et on avait trouvé la une. On avait enfin trouvé cette putain de une.
Et c'était notre une. À Caen, à Rennes, à Nancy et partout en France, une foule comme les kiosquiers et les libraires n'en ont jamais connu. Ici, place de la Nation à Paris, habituellement il se vend à peine 6 Charlie Hebdo par semaine. Ce matin, il s'en est écoulé une centaine en moins d'un quart d'heure. C'est un acte citoyen, c'était très important de l'avoir ce matin. On a l'impression qu'on continue le combat avec eux. Voilà. Parce qu'ils ont tellement souffert qu'il est bien normal que nous, on participe aussi. Je me suis rendu compte de l'importance que le journal continue et que des dessinateurs rejoignent le journal aussi dans les jours qui ont suivi l'attentat, parce que sur les plateaux télé, tu commences à avoir défilé des gens qui se revendiquaient de Charlie ou des très vieux collaborateurs. Et je me disais, mais Charlie, c'est pas vraiment ça, en fait. Charlie, c'est vraiment un journal de dessinateurs. Alors, à peu près du 12 janvier au 12 mars, j'ai dessiné non-stop sur l'actualité. Voilà, donc j'ai envoyé ce truc-là par mail en me disant ils sont submergés, j'aurais sûrement jamais de réponse, quoi. Moi, des fois, quand je dessine, je prends la tête de celui que je dessine. Ouais, bah regarde qui je suis en train de dessiner, là. On a tout de suite eu envie de m'apprendre beaucoup de choses. Rhys, il m'apprenait au-delà du simple fait de dessiner. Dès qu'il peut montrer d'anciens numéros, on va fouiller dans les archives et puis il nous montre. Il fallait que j'ai il me répétait, il faut que tu aies une culture graphique et puis que tu aies une culture en général. Il est important pour les dessinateurs d'avoir une culture. Depuis l'automne 2015, la nouvelle rédaction de Charlie est installée dans des locaux hyper sécurisés, quelque part dans Paris. Désormais, Charlie Hebdo s'écrit et se dessine sous haute protection policière. C'est la première fois dans l'histoire du journalisme français. Rhys, la première fois que je suis arrivé, il me fait « Bienvenue à la Société Générale ». Comme si, voilà, c'était Fort Knox, quoi. Et là, tu vois, bon, il n'y a pas de fenêtre, t'es sous des néons. Là, ça fait bizarre, tu vois, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Puis finalement, 5 ans après, on est toujours à l'endroit là, et puis... bah voilà, on se sent plutôt chez nous, quoi. Ce qui me faisait marrer au début, c'est que beaucoup de gens s'étaient abonnés début 2015 sans trop savoir ce que c'était, et qu'au fur et à mesure des couves, une couve sur le FN, une couve sur l'UMP, une couve sur un crash d'avion, les gens se désabonnaient parce qu'on avait touché à leur truc sensible sur lequel il fallait pas trop appuyer, quoi. Et ça me faisait marrer. Bon, c'est con pour le journal parce qu'on perdait des abonnés. On savait que si on se remettait à faire des choses un peu choquantes, il y en a qui nous quitteraient. Mais tant pis. Voilà, on s'est pas forcé. Voilà, on a dessiné comme d'habitude un peu ce qu'on avait envie de dessiner, et ça pouvait être ressenti de manière très provocante par certains lecteurs, mais on avait envie de leur dire, mais c'est ça Charlie Hebdo. C'est pas que faire des dessins sur Mahomet, c'est aussi faire des dessins sur plein de choses qui peuvent aussi vous choquer. C'était aussi important pour nous de retrouver notre identité et de ne pas non plus faire de la démagogie, de ne pas renoncer à ce qu'on était pour plaire au plus grand nombre. Un des dessins qui avait fait une polémique, c'est le dessin du petit Elan. Bon, c'est vrai que ce dessin est tout à fait intéressant parce que il est typiquement un sujet Charlie. Voilà, il y a une image dans l'actu qui émerge. C'est ce petit migrant qui devient un peu symbole de la crise des migrants, de cette traversée impossible pour un monde meilleur. Et Iris reprend simplement cette image du petit Elan à côté d'un panneau publicitaire. Alors c'était une image évidemment abominable, mais ce qui était terrible, c'est la désillusion. C'est-à-dire que ces migrants partent avec beaucoup de rêves dans la tête sur l'Europe. Et moi, ce que j'ai envie de dessiner, c'est peut-être le fait qu'ils allaient être déçus parce qu'ils allaient trouver en Europe. Les gens ont eu une réaction épidermique. Parce qu'il y a un tabou, c'est la mort. Dans le dessin,
Le sexe, c'est un tabou. La mort, c'est un tabou. Mais alors, un enfant mort, alors c'est pire que tout. Ça, c'est le tabou ultime. Mais c'est ça aussi, l'humour. Et en particulier l'humour noir. C'est aussi d'être capable d'affronter ces tabous-là. C'est vrai que c'est pas rigolo de voir un enfant qui est mort. C'est pas forcément rigolo de voir un dessin comme ça. Un dessin n'est pas fait forcément pour faire rire, mais pour faire un peu réagir et pour mettre aussi un peu mal à l'aise. Le dessin satirique, des fois, c'est fait pour faire mettre mal à l'aise. Et ça, les gens n'ont pas compris ça. Ils pensaient que c'était que de l'humour, que du rire. Ben non, des fois, un dessin, ça fait pas rire. Autour des anciens, Rhys, Coco, Fools. Les nouveaux dessinateurs, Juin, Alice, Biche, Félix, se lancent à leur tour dans l'arène politique et médiatique. Au tribunal de Paris, les 11 accusés présents dans la salle d'audience vont pendant plusieurs semaines nier leur participation aux attentats de 2015 et surtout plaider qu'ils ne connaissaient pas le projet des 3 terroristes. Au contraire, l'accusation veut démontrer qu'un attentat a besoin d'un réseau de complicité et d'un ensemble d'actes, même minimes, qui vont tous concourir à la réussite de l'action terroriste. Durant ces semaines de procès des attentats de 2015, on aura assisté à cette éternelle et toujours étrange performance, inhérente à la comédie humaine, où la vérité et le mensonge jouent sans s'arrêter leur partition contradictoire. Que ce soit par leur contact téléphonique, par leur ADN retrouvé sur certaines armes de Koulibaly, par le traçage de leurs déplacements entre la Belgique, les Ardennes et l'Essonne, les accusés forment une constellation qui établit des connivences qu'ils réfutent, des aides qu'ils démentent, une organisation qu'ils refusent de reconnaître. Alors que la cour d'assises se penche sur les motivations exactes des complices des attentats, le tribunal de Paris, à l'image du pays, est tout à coup tétanisé et sous le choc lorsqu'une nouvelle attaque a lieu en plein procès devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Ici, nous sommes vraiment dans la bulle de la cour d'assises. Nous étions en train d'assister à une audience, encore une fois, très forte. Et puis, on a commencé à recevoir les alertes sur nos téléphones portables. Le président a suspendu l'audience 5 minutes. Les parties civiles étaient trop bouleversées pour réagir. Le 25 septembre, un jeune Pakistanais se rend rue Nicolas Appert, pensant y trouver Charlie Hebdo, et blesse grièvement à coups de hachoir 2 salariés de la société de production Première Ligne. Il sera arrêté quelques minutes plus tard, place de la Bastille, et revendiquera son acte au nom de la défense du prophète Mahomet, qui aurait été injurié par les caricatures publiées dans Charlie Hebdo. Comme on le pense depuis 2015, on est toujours potentiellement la cible. Il y a encore des gens qui veulent nous faire taire. Et malheureusement, ce sont des... Voilà, il a croisé la route de 2 personnes qui n'avaient rien à voir avec Charlie Hebdo. Il ne vérifie même pas que les gens sont de Charlie Hebdo. Il a tapé n'importe qui. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de violence primitive qui existe quoi qu'il arrive. On prend ça de plein fouet. Parce que c'est encore Charlie, parce que c'est des pauvres gens dont la vie va être brisée. Même le procès n'a pas pu être serein. C'est-à-dire que même ça, on ne nous a pas accordé qu'il se déroule sereinement, épargné par la violence, par le fanatisme. Et c'est pas un hasard que ça a eu lieu durant ce procès. Je pense qu'il y a vraiment la volonté pour ceux qui commettent ces actes de créer un climat anxiogène et finalement de défier la justice dans son travail de justice. La rédaction de Charlie Hebdo est alors en train de préparer un numéro anniversaire pour les 50 ans de l'hebdomadaire, né en 1970. Tout à coup,
l'histoire semble bégayer sous les pinceaux des dessinateurs. Bon, ça va, vous? Autour de vous, là? Oh, c'est l'enfer, tu veux dire. Pourquoi? Bah, t'as pas une famille qui flippe, toi ou... Oui. En novembre 1970, le journal a été victime d'une censure politique, puisqu'il était interdit à l'affichage pour avoir fait une couverture sur la mort du général de Gaulle. Et 50 ans après, le journal est menacé de mort. Donc c'est un anniversaire un peu étrange. C'est-à-dire que tous ceux pour quoi le journal s'est battu depuis 50 ans, c'est-à-dire être le plus libre possible, bien maintenant on se demande si un jour on va pas perdre cette liberté. Et la France semble soudainement s'enfoncer un peu plus dans l'horreur et la colère, lorsque le 16 octobre, un jeune Tchétchène décapite un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, près du collège des Yvelines où il enseignait. Cette fois, l'assassin avait choisi sa cible en raison d'une polémique sur Internet, dénonçant le professeur pour avoir montré à ses élèves, lors d'un cours sur la liberté d'expression, des caricatures de Mahomet publiées en 2012 dans Charlie Hebdo. Dans tout le pays, l'émotion est forte. Et des rassemblements ont lieu dans plusieurs villes pour dénoncer l'assassinat de l'enseignant. Je me méfie toujours de l'émotion, parce que l'émotion, c'est éphémère. On est ému, et puis après, on passe à autre chose. Donc, je l'ai vécu en 2015. L'émotion était sincère, elle était forte, mais après, on a envie de retrouver sa vie normale. Et puis, bon, ben voilà, ça change pas les choses en profondeur. Là, j'ai eu l'impression qu'il y avait, au-delà de l'émotion, oui, une prise de conscience provenant davantage de la raison. J'ai un peu découvert qu'il y avait des profs qui faisaient des cours avec les caricatures. Ils faisaient ce cours depuis déjà 3 ans. Visiblement, ça s'était bien passé les années précédentes. Et donc, c'est vraiment le prof dans son rôle de prof. Il a essayé de faire comprendre des choses aux élèves. Il a essayé d'ouvrir un peu l'esprit critique aux élèves. Sur une question qui serait compliquée, parce que c'est vrai que la liberté d'expression, c'est compliqué, les caricatures, c'est pas évident à comprendre. Donc, une démarche extrêmement courageuse et ambitieuse. Et c'est vrai que ce qu'a fait ce prof, c'est vital, en fait. Le 29 octobre, à Nice, un 3e attentat coûte la vie à Nadine de Villers, Vincent Locke et Simone Barreto Silva, assassinés dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Depuis janvier 2015, il y aura eu 263 victimes françaises du terrorisme islamiste. De Paris à Nice, en passant par Villejuif, Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray, Marseille, Carcassonne, Strasbourg ou Conflans-Sainte-Honorine. La plupart de ces attentats n'avaient aucun lien avec les caricatures publiées dans Charlie Hebdo. Et dans le monde, sur la même période, on ne compte plus les innombrables victimes musulmanes ou chrétiennes des attentats revendiqués par des groupes terroristes islamistes dans les discothèques, les mariages, les écoles, les églises. C'est toutes nos libertés qui les rend hystériques. Pas que les caricatures. Qu'est-ce qui va se passer après? Une fois qu'on aura abandonné les caricatures, on pourra plus enseigner la théorie de l'évolution à l'école parce que c'est blasphématoire. On pourra plus exiger l'égalité entre les hommes et les femmes parce que c'est blasphématoire. L'homosexualité, pour eux, c'est une abomination. Donc il faut revenir dessus, l'avortement aussi. Donc on va abandonner quoi après les caricatures? On n'a pas la solution à ce problème parce que
On n'est pas à l'origine du problème. On voudrait nous faire croire que c'est Charlie Hebdo qui est à l'origine du problème parce qu'il a publié des caricatures. Mais c'est pas nous qui sommes à l'origine du fait qu'en France, il y a des gens qui sont des intégristes religieux. C'est un problème qui frappe tout le monde, et donc c'est un problème qui ne pourra se résoudre qu'avec tout le monde. Ça peut pas être simplement des dessinateurs ou quelques politiques. C'est vraiment tout le monde, tous les citoyens, tous les relais, les corps intermédiaires, les élus locaux, etc., qui doivent, les profs, enfin bref, qui doivent agir chacun à son niveau, même modestement, pour contester, réduire, diminuer l'influence de cette idéologie mortifère. Avons-nous bien réalisé ce qui s'est passé sous nos yeux? Tandis que nous participions au procès des attentats de janvier 2015, les attentats reprenaient. Tandis que nous mettions toutes nos forces à interroger la violence et à lui donner une réponse pénale, la violence renaissait sous sa forme la plus extrême, la plus abominable, la plus arbitraire. Nous avons assisté à la lecture des peines demandées par le parquet national antiterroriste. Les très sévères réquisitions du parquet ont galvanisé la défense. La juste peine existe-t-elle? Est-on sûr que celle qui est demandée est proportionnée à l'implication réelle de chacun des accusés? Ce vertige est celui-là même de la justice, qui en assume les risques et qui choisit de trancher.